Alors, comment ça marche ça? Qu'est-ce que t'es encore en train de fabriquer là? Rien, vraiment rien, t'occupes. Rien, t'occupe. Tu me prendrais pas un peu pour un jambon? Qu'est-ce que ça te coûte de m'expliquer ce que t'es en train de faire avec les appettes? Alors je bidouille les appettes pour qu'elles soient plus pratiques à s'en servir et plus rapides. Ok, alors l'idée est vraiment bonne, cependant, niveau bricolage, tu te places où sur une échelle qui va d'un manchot jusqu'à MacGyver? Je bricole mieux que toi, Billy Boy. Oh bah ça passe crème alors! Oh bordel, ça va mal se passer cette histoire. Bon, vous êtes bien mignons tous les deux, mais vous savez ce qu'on va faire? Vous allez tous les deux voyager dans le temps. Allez, disons le 18e. Non, à la fin du 19e finalement. Et moi je reste là pour faire l'émission à distance. Oh minute, pourquoi je devrais partir et pas toi? Comme ça, j'aurai la paix et je pourrai finir les cookies. Non mais attendez, on part tous ou on part pas? Et pourquoi le 19e en plus? Parce que l'histoire du sujet du jour, elle est incroyablement cocasse, vous verrez. Allez, faites-moi confiance pour une fois. Bon bah vas-y, donne-nous une date et un lieu. 17 janvier 1895. Maintenant, générique. Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans l'histoire d'en parler. Aujourd'hui, nous revenons sur la vie de... ah oui, je vois. Bah tu seras gentil d'éclairer ma lanterne parce que je t'avoue que c'est encore un petit peu flou. C'est pas la première fois qu'elle est éteinte, la lanterne. Bon, au lieu de raconter n'importe quoi, Paul, tu pourras lui expliquer pourquoi tu nous as emmenés dans la salle du congrès du château de Versailles à la rencontre de Félix Faure. Oh bah d'accord, vous me faites des cachotteries parce que c'était un président de la République, c'est ça. Heureusement qu'on est à Versailles, hein, moi je vous le dis. Oh, si peu. Bon, Félix Faure est célèbre pour la cause de son décès, mais on va pas spoiler. On va commencer par le début. François Félix Faure est né le 30 janvier 1841 dans le 10e arrondissement de Paris. Il est issu d'une famille originaire du Rhône, de menuisiers et d'ébénistes par ses parents Jean-Marie Faure et Rose Cuissard. Il a un demi-frère, l'officier de marine disparu en mer à l'âge de 24 ans, du nom de Constantin Faure. Félix vivra les 3 premières années de sa vie rue du Faubourg Saint-Denis, là où il est né en fait, dans l'actuel 10e arrondissement de la capitale française. En 1844, sa famille déménage vers le Faubourg Saint-Antoine, à cheval entre les 11e et 12e arrondissements. Ici, son père, Jean-Marie, y tient une petite fabrique de meubles. La famille Faure est donc réellement une famille modeste. Félix suivra ensuite sa scolarité de 1852 à 1854 dans un collège de Beauvais, en Picardie, là où naissent évidemment les grands hommes de la nation. L'équipe du Beauvais. Vous avez un commentaire à faire? Nous? Non, absolument pas. Ouais, ok. Donc après 2 ans passés dans son collège beauvaisien, il ira à l'internat privé de l'école Pompée d'Ivry-sur-Seine entre 1854 et 1857, où ses résultats scolaires seront en nette amélioration. Le premier drame de la vie du jeune Félix survient à l'âge de 11 ans. Sa mère meurt des suites de la tuberculose. Félix finira ses études en Angleterre pendant 2 ans. Il y apprendra l'anglais et les notions du commerce. En revenant en France, il envisage une carrière militaire. Mais la seconde guerre d'indépendance italienne de 1859, menée par l'empereur des Français Napoléon III et le roi de Sardaigne Victor Emmanuel II contre l'empire d'Autriche de François-Joseph Ier, le dissuadera de s'engager. Il se tourna alors vers la tannerie. En 1861, il effectue un stage d'1 an et demi à la tannerie d'Amboise et devient employé dans une maison de pocerie du Havre, en Seine-Inférieure. Seine-Inférieure, c'est pas plutôt Seine-Maritime que tu veux dire? Non, Seine-Inférieure, je sais encore ce que je dis. Je suis pas encore complètement folle. Le nom Seine-Maritime remplace l'ancien nom qu'à partir de 1955. Mais c'est qu'on en apprend des choses ici. Eh oui, on en apprend tous les jours grâce à Histoire d'en parler. En janvier 1867, devenu négociant en cuir, il fonde sa toute première société, Félix Faure et compagnie. Il ne faut pas oublier que c'était un membre notable de la secte de la franc-maçonnerie. Il passe le grade d'apprenti en 1865 et celui de maître en 1869. C'est à la fin des années 1860 qu'il se lance réellement en politique. En 1865, il signe avec des opposants à Napoléon III le programme de Nancy.
Ce programme, écrit par les légitimistes français à la demande du comte de Chambord, Henri d'Artois. Ah, vous parlez du roi de France Henri V? Non, Kylian, chut, c'est la République. Et jamais plus personne n'a porté le titre de roi de France depuis son grand-père, Charles X. Alors tais-toi. Oui, mais... Non, Paul, continue s'il te plaît. Merci. Donc, ce programme, écrit par les légitimistes à la demande d'Henri V, je dis ce que je veux, Fiona ne m'interrompt pas, met en valeur la décentralisation pour que le peuple de l'Empire français puisse s'exprimer davantage dans les affaires de l'État, alors que les oppositions républicaines et royalistes sont muselées. Ça va? J'ai froissé personne? Non, personne. Bon, ça va aller maintenant. Il épouse le 18 juillet 1865 à Amboise Marie-Mathilde Berthe Belluot. Vous avez un commentaire à faire peut-être? Mais Madame Berthe, nous ne voyons... Absolument pas de quoi vous voulez parler, Madame Berthe. Si vous le dites. Donc il épouse cette femme de laquelle il aura 2 filles, Lucie Faure qui naît en 1866 et Antoinette Faure qui naît en 1871. Toutes deux seront amies du jeune écrivain Marcel Proust. Félix Faure est avant tout un républicain modéré. Ses premières élections sont les municipales des 6 et 7 août 1870 au Havre, pendant la guerre franco-prussienne, où il s'y établira définitivement. C'est le plus jeune de la liste démocratique, liste qui remportera tous les sièges du conseil municipal. Félix est élu au 22e rang. Le 4 septembre 1870, à la suite de la bataille de Sedan, Léon Gambetta prononce la déchéance du Second Empire. La Troisième République est proclamée au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris et un gouvernement provisoire est formé. Le lendemain, sur ordre du préfet, le conseil municipal du Havre est remanié et Félix Faure, ardent défenseur du nouveau régime, devient le 3e premier adjoint, à l'âge canonique de 29 ans. Chargé de la défense de la ville, menacée par les Prussiens, il négocie notamment l'achat d'armes et de munitions, réquisitionne plusieurs milliers de Havrais et supervise l'installation d'une ligne de défense autour de la ville du Havre. Félix Faure est élu député de la circonscription du Havre en 1881, poste qu'il occupera jusqu'en 1895. Il sera également sous-secrétaire d'État au commerce et aux colonies de 1881 à 1882, puis sous-secrétaire d'État à la marine entre 1883 et 1885, puis en 1888. Il sera finalement ministre de la Marine du 30 mai 1894 au 17 janvier 1895, sous les présidences de Sadi Carnot et Jean-Casimir Perrier. Et là, je veux me permettre une folie. Vous êtes d'accord? Bon, d'accord, mais fais vite Paul. Ouais. Allez, musique maestro. Cinq, 4, 3, 2, 1... Félix Faure est élu nouveau président de la République avec 53,7% des voix des parlementaires face au radical Henri Brisson qui ne totalise que 46,3% des suffrages. Aïe aïe aïe. Bon, qu'est-ce qu'il a fait durant son septennat? Bah déjà, première chose, il ne l'a pas fini son septennat. Il mourra à l'aube du XXe siècle, le 16 février 1899. Mais on va détailler ce qu'il s'est passé durant sa présidence. Fiona, s'il te plaît. Le président Faure contribue au rapprochement franco-russe en recevant le tsar de toutes les Russies, Nicolas II, en 1896, dans le cadre de l'alliance franco-russe établie en 1892, qui tiendra jusqu'à la chute des Romanov en février 1917. En retour, Faure se rend en Russie en 1897. Son mandat est également secoué par l'affaire Dreyfus. Le capitaine juif alsacien Alfred Dreyfus est accusé de trahison et d'avoir fourni à l'état-major allemand des documents confidentiels qu'on appellera et rapidement démasqué. Il s'agit de Valzine Esterhazy. Son procès se tiendra à huis clos et sera acquitté à l'unanimité. C'est dans ce contexte qu'Émile Zola, alors au top du top de sa popularité, écrit sa fameuse lettre ouverte au président de la République, publiée dans le journal L'Aurore en janvier 1898. Le ministre de la Guerre et le chef d'état-major des armées sont mis en cause et accusés de conspiration et d'antisémitisme. L'opinion publique demande la révision du procès de Dreyfus qui sera finalement relaxé et réhabilité. Son septennat, comme on l'a dit plus tôt, a été écourté par la mort du président. Sur les 25 présidents de la République française, 4 sont morts en fonction, 2 assassinés et 2 de mort naturelle. Mais Félix Faure est pour l'instant le seul président à être mort au palais présidentiel. Bon, par contre là, on peut plus essayer de gagner du temps.
On va vous raconter la mort la plus drôle de l'histoire de France et de Navarre d'un chef d'État. Le 16 février 1899, Félix Faure téléphone à Marguerite Stanheil, sa maîtresse, pour lui demander de passer vers 17h après son conseil des ministres consacré à l'affaire Dreyfus. Elle fut à l'heure, mais les entretiens du président avec le prince Albert Ier de Monaco et l'archevêque de Paris, Monseigneur François-Marie Benjamin Richard, tu parles un prénom, durent plus longtemps que prévu. Et le président, pour ne pas décevoir sa maîtresse, prend un puissant aphrodisiaque aux effets secondaires nombreux. Peu après, les deux s'installèrent dans le salon bleu ou le salon d'argent, selon différentes versions, du palais de l'Élysée. Et c'est là que le chef de cabinet du président, alerté par des cris, se précipita et trouva le président. Mort, ça y est ? Mais pas si vite. Pas si vite! Laissez-moi finir. Il le trouva sans autre vêtement qu'un simple gilet et Faure est allongé sur un divan avec la main dans les cheveux de sa maîtresse qui, elle, n'a pas vraiment l'air de craindre le froid en cette soirée d'hiver. On est toujours en février, puisqu'elle est vêtue comme Adam et Ève. Le président mourra plus tard dans la soirée, et la rumeur selon laquelle il serait mort d'une épectase, autrement dit un décès pendant l'orgasme, pendant que Marguerite Stanheil était en train de pratiquer une fellation sur le président de la République, se répand comme une traînée de poudre, et la maîtresse présidentielle se fait désormais appeler la pompe funèbre. Et on dira de Félix Faure qu'il voulut être César mais ne fut que pompé. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Les obsèques du président, célébrées le 23 février 1899, furent mouvementées. Elles sont marquées par une tentative de coup d'État par Paul Déroulède, leader de la Ligue des Patriotes, une ligue anti-parlementaire, anti-républicaine, xénophobe et antisémite. Il tentera même de prendre d'assaut le palais de l'Élysée. Félix Faure repose désormais au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Son gisant de bronze le représente couché sur des drapeaux français et russes, afin de rappeler son rôle dans l'alliance franco-russe qu'on a vu tout à l'heure. Bon, et sinon, pourquoi on est venu au château de Versailles ? Parce que, tout simplement, c'est ici qu'étaient élus les présidents des 3e et 4e Républiques. Donc je me disais que ça collerait au sujet du jour. Et puis, tu aimes bien le château de Versailles, toi, non ? Bah, c'est un peu le plus beau château du monde, quoi. Et le royaliste est reparti dans son fanatisme. Il me fatigue, mais il me fatigue. Non, mais vous n'allez pas recommencer. Bon, bref. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Histoire d'en parler. Allez, ciao!